Alors voilà, je me suis fait la réflexion dernièrement et je me suis posé du coup cette question, mais d'où vient le concept de maître de jeu? Qui a eu l'idée un jour de se dire, et si une personne gérait tout l'univers pendant que les autres jouent des personnages? Parce que quand on y réfléchit, c'est un concept assez unique. Dans la plupart des jeux, soit tous les joueurs ont le même rôle, soit il y a des équipes qui s'affrontent. Mais là, on a créé un rôle complètement asymétrique où une personne a un pouvoir quasi divin sur le monde du jeu. Et cette première question révèle tout un lot d'autres questions. Pourquoi on dit Dungeon Master en anglais, maître des jeux en français, mais aussi gardien des arcanes, conteur, game master, et d'où viennent tous ces termes? Bref, je me suis dit que ça méritait une petite enquête, alors j'ai creusé, et ce que j'ai découvert, c'est que l'histoire des maîtres de jeu est bien plus riche et passionnante que je ne l'imaginais. Tout commence bien avant Donjons et Dragons avec un homme nommé David Weasley. En créant ses jeux Braunstein, Weasley fut le tout premier GM, en introduisant un arbitre tout-puissant qui inventait le scénario de la soirée, gérait les mouvements cachés et traitait tout ce que les joueurs décidaient de faire. Dave Arneson, qui participa aux premières parties de Braunstein, fut profondément marqué par cette expérience. En 1971, Dave Arneson utilisa pour la première fois le terme Game Master lors du développement de son jeu Blackmoor. Arneson adopta le concept de Weasley pour créer sa campagne Blackmoor, où il assumait le rôle d'arbitre pour un petit groupe de joueurs s'aventurant dans des donjons d'univers fantastiques. Les premiers jours de Blackmoor, une campagne qui débuta en 1971, était sauvage et improvisée car Arneson puisait dans de nombreuses sources différentes pour créer ce qui deviendrait plus tard le cœur même du jeu de rôle le plus connu, Donjons et Dragons. Quand la première édition de Donjons et Dragons fut publiée en 1974, le terme utilisé était referee, soit arbitre en français. Le terme Dungeon Master n'existait pas encore dans les 3 livrets originaux. À cette époque, les règles originales de D&D demandaient au referee de dessiner au minimum une demi-douzaine de cartes des niveaux de son underworld, de les peupler de monstres, d'aspects variés et horribles, et de distribuer les trésors en conséquence. Les premiers maîtres de jeu devaient tout créer à partir de rien, il n'y avait aucun module commercial, aucun écran, aucune aide de jeu. C'était de la création pure. Le terme Dungeon Master a une origine assez intéressante. En réalité, il ne fut pas inventé par TSR dans les règles originales, il se répandit depuis les fans de la côte ouest américaine vers TSR via divers fanzines, notamment Alarums et Excursion. La première utilisation connue du terme apparaît dans le fanzine APA-L numéro 510, daté du 20 février 1975. Le titre Dungeon Master fut officiellement introduit dans le 2e supplément des règles du jeu Blackmoor en 1975. Fait intéressant, les premiers fans utilisaient également le terme Game Master dès mars 1974 et TSR invoqua Game Master dans ses publicités pour D&D bien avant que le terme Dungeon Master ne gagnât en popularité à la fin de 1975. Les 2 co-créateurs de D&D représentent finalement 2 philosophies très différentes qui influencent encore aujourd'hui notre hobby. Selon Arneson lui-même, les règles ne peuvent pas couvrir toutes les possibilités et elles ne devraient pas le faire. Le referee a besoin selon lui de garder une liberté d'action afin de garder le jeu amusant. Pour lui, l'emphase devrait toujours être sur le développement du personnage, l'histoire et le plaisir des joueurs. Blackmoor avait des tuyaux d'incendie d'eau bénite devant les donjons. Arneson avait un style en fait très fantaisiste. Son approche était chaotique, inventive et mélangeait librement fantasy et science-fiction. Gary Gygax, lui, avait un amour profond et durable pour la construction des mondes. De la métropole tentaculaire de Greyhawk aux profondeurs mystérieuses de l'Underdark, les cadres de campagne de Gygax étaient richement détaillés et méticuleusement élaborés. En tant que co-créateur de Donjons et Dragons, Gary Gygax donna un exemple qui semblait encourager les maîtres de jeu à combattre les joueurs. Dès que les joueurs gagnaient un avantage, Gygax créait quelque chose pour les contrer. Quand les joueurs accumulèrent trop d'objets magiques, il inventa les jets de sauvegarde pour les objets magiques. Quand les joueurs se vantèrent de leur personnage invincible, il créa le tombeau des horreurs.
Mais cette approche du maître des jeux contre les joueurs était aussi un produit de son époque. Jusqu'à D&D, les jeux étaient durs avec les joueurs. Donc le modèle DM contre les joueurs semblait naturel finalement aux joueurs de D&D. Gygax et ses joueurs appréciaient la bataille d'esprit apportée par son style de jeu. Et c'est ça finalement qui les a le plus opposés. Gygax sentait que le côté travail de toute l'affaire comptait bien plus, mais Arneson sentait que son étincelle de vie était d'importance primordiale. Parmi les fans, le débat continue après leur disparition. Certains affirment que Gygax a été lésé. Quant aux fans d'Arneson, ils affirment qu'il a été négligé à la fois par l'histoire et par Gygax. Un tournant majeur dans l'histoire du rôle de MJ fut l'apparition des aventures commerciales. Le premier scénario publié de Donjons et Dragons fut Temple of the Frog, ou le Temple des Grenouilles, inclus dans le supplément de règles Blackmoor de 1975. Le premier module autonome de Donjons et Dragons, Palace of the Vampire Queen, fut publié en 1976 par We Warriors. Puis en 1978, Steading of the Hill Giant Chief devint le premier module autonome de Donjons et Dragons effectivement produit et publié par TSR. Et ces modules changèrent tout car les MJ, pour la première fois, n'étaient plus obligés de tout créer eux-mêmes. Le Dungeon Master Guide AD&D original fut publié par TSR en 1979. Il fut écrit par Gary Gygax et ce livre allait devenir légendaire. Dans son livre de 2023, l'historien du JDR Stu Horvath nota « Le Dungeon Master Guide est étrange et profondément idiosyncratique. Sans aucun doute, je crois que c'est aussi un chef-d'œuvre. Gygax y exprime une vision singulière qui semble vraie d'une manière que peu d'autres livres de JDR peuvent espérer égaler. C'est un portrait accidentel du cerveau de son créateur vers 1978. » Dans le Dungeon Master Guide de 1979, Gygax écrivait « La préoccupation première du DM devrait être de fournir un jeu agréable qui soit un défi pour les joueurs. Un bon DM ne cherche pas à influencer les actions des joueurs ou à canaliser l'activité dans une direction particulière. Bien que vous puissiez mettre en place des situations pour défier les joueurs, vous devez comprendre que vous n'êtes pas leur adversaire, ni que vous cherchez nécessairement à les vaincre. » Pour éviter les violations de marques déposées et pour décrire les arbitres dans des genres autres que le médiéval fantastique, d'autres compagnies utilisèrent les termes plus génériques comme Game Master, Judge, Referee ou Storyteller. À partir de 1989, TSR, puis Wizards of the Coast, affirma une marque déposée sur les termes Dungeon Master et DM. Cela poussa encore plus les autres jeux à créer leur propre terminologie créative. En français, les termes meneur de jeu et maître de jeu, abrégés en MJ, sont utilisés pour désigner celui qui mène la partie. De nombreux jeux de rôle français ont créé leurs propres variations créatives. Maître du donjon, conteur, gardien des arcanes, etc., etc. Le meneur de jeu a la responsabilité de gérer et d'interpréter tous les personnages non-joueurs, PNJ, et d'animer leur environnement dans lequel évoluent tous les personnages. La 4e édition du Dungeon Master Book vanta les bénéfices de dire oui. Je cite « Aussi souvent que possible, prenez ce que les joueurs vous donnent et construisez dessus. S'ils font quelque chose d'inattendu, suivez le mouvement. Prenez-le et incorporez-le à votre histoire. » C'est une philosophie de jeu qui nous a fait passer du MJ contre les joueurs de Gygax à l'idée d'accompagner les joueurs que nous connaissons aujourd'hui. Le MJ n'est plus un adversaire, mais son rôle est de faciliter la création d'une histoire collaborative. Il existe un débat sur l'étendue du pouvoir et de l'autorité du MJ dans le JDR. Certains plaident pour un style de jeu plus collaboratif où les joueurs ont plus de pouvoir sur la narration et l'issue des événements. D'autres, cependant, préfèrent une approche plus traditionnelle où le MJ a un contrôle total sur l'univers de jeu et guide fermement l'histoire. Certains designers modernes argumentent que nous avons évolué au-delà des concepts originaux de Gygax, que nous comprenons mieux le game design maintenant. D'autres affirment que les principes fondamentaux du maître des jeux de 79 restent intemporels.
Dans une critique du Dungeon Master Guide de 5e édition, Scott Taylor nota « Ce livre consacre les 127 premières pages à enseigner à un joueur novice comment devenir un maître des jeux dans ce système. » Là où Gygax, lui, partait du principe qu'un MJ aspirant devait s'asseoir à une table en tant que joueur et apprendre le système d'un autre, s'inspirer et puis extrapoler ce qu'il avait appris de première main. Les gens de Wizards of the Coast sont allés dans la direction opposée et croient que quiconque achète ce livre n'a jamais vraiment joué à D&D et a besoin d'instructions sur comment maîtriser le jeu. Cette évolution reflète comment le hobby s'est démocratisé. On attend maintenant plus des MJ, que ce soit des vétérans du jeu de rôle. Du Referee de David Wesley en 1967 au Dungeon Master, popularisé par les fans en 1975, en passant par le Game Master générique et les innombrables variations créatives, le rôle du maître de jeu est resté au cœur du jeu de rôle sur table. L'histoire de cette place est aussi celle de deux visions. Celle d'Arneson, improvisée, narrative, axée sur le plaisir et la créativité débridée, et celle de Gygax, systémique, relevant du challenge, avec une emphase sur les règles et la cohérence du monde. Ces deux approches continuent d'influencer notre façon de jouer aujourd'hui. Aussi, les responsabilités ont évolué. Des premiers MJ qui créaient tout à partir de rien, à l'âge d'or des modules commerciaux, jusqu'aux facilitateurs d'histoires collaboratives, les outils ont proliféré. Écran, aide de jeu, aventures toutes faites, guide pédagogique. Mais malgré tout ça, l'essence demeure. Peu importe le nom qu'on lui donne, que ce soit MJ, DM, GM, conteur ou gardien, cette personne reste l'architecte des aventures, le narrateur des mondes imaginaires, le facilitateur des histoires que nous créons ensemble autour de la table. Bien sûr, on pourrait citer d'autres mouvances telles que La Forge qui a essayé de déconstruire le jeu de rôle et dont nous parlerons sûrement dans de prochaines vidéos, mais le MJ est ce qu'il est parce que l'histoire du jeu de rôle en a fait ce qu'il est devenu. Prenez 4 modules scénaristiques différents, donnez-les à 4 MJ différents, et en les faisant jouer à leur table, ils auront 4 histoires différentes. Parce que la créativité émane souvent d'un maître des jeux, mais la richesse et la complexité de l'histoire vient avant tout de la lecture qu'en font ces joueurs.